J'ai le plaisir d'animer cette agora avec Monsieur Emmanuel Rougier, qui est le directeur général délégué de Vilmorin. Vilmorin, donc certains d'entre vous ici présents connaissent déjà la société, mais on va quand même rappeler brièvement son activité. Monsieur Rougier, vous êtes bien placé pour en parler, donc je vous laisse parler de Vilmorin en fait. Alors Vilmorin est une société spécialisée dans les semences. Nous sommes le 4e semencier mondial. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires. Alors nous avons un chiffre d'affaires, un exercice qui est décalé compte tenu des produits que nous travaillons. Donc du 1er juillet au 30 juin et au 30 juin 2014, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'1,5 milliard qui était en progression à données courantes, mais surtout à données comparables. Numéro 4 mondial, alors c'est en termes d'entreprise, j'allais dire d'origine européenne, c'est le premier. Pour donner une indication, le numéro 1 c'est Monsanto, oui. Le numéro 2 c'est Dupont de Nemours, le numéro 3 c'est Syngenta. Donc 4e mondial, c'est effectivement dans un environnement et face à des concurrents qui ont une taille tout à fait significative. Mais vous n'êtes pas que 4e mondial, il y a quand même des métiers dans lesquels vous êtes mieux placé. Voilà, qui dit activité de semences, on peut distinguer les semences de grande culture, c'est-à-dire ce qui concerne le blé, le maïs ou des espèces que nous ne travaillons pas, par exemple comme le riz. Et puis les semences potagères, donc tout ce qui est légumes. Et dans le cadre des semences potagères, nous sommes numéro 2 mondial. Donc voilà, un acteur qui est présent dans 41 pays aujourd'hui, donc une présence largement internationale. Dans les semences de grande culture, notre position est un peu plus en retrait. Nous sommes numéro 6 aujourd'hui, mais concentrés sur 2 espèces qui sont pour nous stratégiques. Le blé, première culture au monde, avec plus de 200 millions d'hectares. Et le maïs, 2e culture au monde, avec un peu plus de l'ordre de 180 millions d'hectares. Par contre, nous ne sommes pas sur d'autres espèces, ou nous ne sommes pas vraiment présents sur d'autres espèces, à l'inverse des concurrents que j'ai mentionnés. Par exemple, nous ne sommes pas vraiment actifs dans le soja, et nous ne sommes pas, par exemple, dans une espèce comme le riz. Mmh. Donc là, on a vu que vous aviez une empreinte mondiale. Alors, c'est peut-être l'occasion pour nous d'évoquer votre stratégie d'internationalisation. Alors, dites-nous un petit peu dans quel pays vous êtes implanté, comment, au cours des dernières années, vous avez piloté le développement et la croissance du groupe, en fait. Alors, pour parler de notre internationalisation, de notre position, il est utile, je pense, de distinguer les semences de grande culture des semences potagères. Les semences de grande culture, comme je l'ai dit, nous nous concentrons sur 2 espèces qui sont stratégiques, sur lesquelles nous avons l'ambition d'être un acteur mondial, donc le blé et le maïs. En ce qui concerne le blé, nous sommes partis d'une position de leader européen pour, depuis quelques années, en gros depuis 2008, étendre cette activité sur d'autres continents où l'espèce blé est importante, les États-Unis, l'Argentine, l'Australie. L'Australie, c'est au travers d'une joint venture. Et nous couvrons aujourd'hui nous sommes présents dans la plupart des grands pays producteurs de blé. Simplement, le blé, sans rentrer trop dans la technique, c'est une espèce qui ne se valorise pas vraiment aujourd'hui par la vente de semences, mais qui se valorise au travers de royalties. Et donc l'impact en termes de chiffre d'affaires est limité. Mais nous sommes persuadés qu'à terme, les technologies conduiront le développement de la commercialisation de semences de blé. Et donc notre présence active dans les principaux pays producteurs fait de nous un des acteurs au premier plan. Nous avons par ailleurs, sur l'espèce blé, maîtrise toutes les technologies qui sont aujourd'hui utilisées pour améliorer et accélérer la sélection, donc notamment l'utilisation du génie génétique. Et donc en matière de blé, on peut
se considérer réellement comme peut-être pas le numéro 1, mais en tous les cas à égalité avec les 2 ou 3 grands acteurs du monde des semences. En matière de semences de maïs, notre position était d'abord une position européenne qui a été étendue aux États-Unis dans les années 90, puis avec un bon développement dans les années 2000 au travers d'une joint venture à 50-50 avec la société allemande KWS, qui est un concurrent ailleurs, mais qui est notre partenaire aux États-Unis. Et depuis, on va dire depuis 2008-2009, on va dire depuis 5 ans, nous sommes lancés dans une internationalisation poussée de notre présence sur l'espèce maïs. Pour résumer, en étant présent aux États-Unis et en Europe, on était présent sur à peu près 35% des hectares de maïs dans le monde. Alors c'était les marchés les plus matures, les mieux valorisés. Depuis, nous sommes implantés par des acquisitions en Argentine, au Brésil. Nous sommes implantés en Inde. Nous sommes implantés en Thaïlande, c'est l'acquisition la plus récente. Nous avons également acquis une entreprise il y a un petit peu moins de 2 ans en Afrique du Sud. Et puis nous avons passé un accord minoritaire, enfin on est actionnaire minoritaire avec le premier semencier africain. Et donc aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, nous étions présents potentiellement sur 35% des superficies mondiales, aujourd'hui, y compris l'Afrique, on dépasse largement les 90%. Et donc nos activités restent encore modestes sur ces nouveaux territoires, mais nous sommes passés d'une position d'acteur régional, même si ces régions étaient importantes, à une position d'acteur mondial. Et notre ambition, c'est de poursuivre, enfin du moins d'accentuer nos positions sur ces territoires. Ça, c'est pour les grandes cultures. Alors, sur les semences potagères, de par la nature du métier, nous avons une présence internationale qui est plus ancienne et qui est plus naturelle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est, bon, on parle du maïs ou du blé, donc c'est la même espèce qui a des caractéristiques qui dépendent des conditions dans lesquelles elles sont cultivées, donc des conditions de maturité plus ou moins rapides, hein, selon les zones de culture. Quand on parle de semences potagères, il faut comprendre qu'on est face à une multitude de créneaux de marché. Une tomate, l'espèce tomate, se divise en un grand nombre de types de tomates, et puis même chaque type de tomate va ensuite se diviser en un grand nombre de segments de marché selon le type de culture. Selon que la tomate va être cultivée dans une serre chauffée, par exemple, aux Pays-Bas, ou sous abri au Brésil, ou par exemple en terre, par exemple, aux États-Unis ou au Syrie. Donc, quand on regarde les semences potagères, on est face à une multitude de créneaux de marché. Et donc, nous sommes naturellement conduits, pour maximiser notre développement et nos parts de marché, à essayer d'avoir une vision mondiale sur les créneaux sur lesquels nous sommes implantés. Voilà, et donc, nous sommes aujourd'hui présents dans 41 pays. Pour une grande partie, ces pays sont des pays où nous ont conduit le développement des semences potagères. Et un développement proche qui a été annoncé, qui va se finaliser, je pense, dans les semaines qui viennent, pour nous, sera l'implantation dans un 42e pays, au Vietnam, qui est un pays qui, aujourd'hui, effectivement, voit sa production de légumes se développer, et donc le marché des semences aussi en plein dynamisme. Donc vous avez procédé aussi au Vietnam à une acquisition, c'est ça? Alors, oui, cette croissance... Il faut comprendre tout notre développement est nourri par un processus d'innovation qui s'appuie sur un effort de recherche soutenu et important. Le pourcentage de dépenses de recherche par rapport à notre chiffre d'affaires, l'année dernière, c'était 14,6%. Et en gros, on l'établit selon les années entre 14 et 15%. Donc c'est un effort de recherche extrêmement soutenu. C'est le moteur de l'innovation de l'entreprise. Et donc, la croissance s'appuie d'abord à partir de cet effort de recherche et donc de cette capacité à mettre au point des nouveaux produits qui vont répondre aux besoins de nos clients, qui sont les agriculteurs en grande culture, qui sont les maraîchers ou les industriels dans le domaine des semences potagères. Il faut
comprendre que cet effort de recherche se traduit par la mise au point de nouveaux produits. Alors un produit, c'est une variété, c'est une nouvelle plante dans une espèce donnée. On approche selon les années à peu près entre 450 et 500 nouveaux produits créés à partir de notre effort de recherche. C'est un processus qui est relativement long, non, dans vos laboratoires. Il faut combien de temps pour développer? Alors, c'est un processus qui est dans le continuum, mais si théoriquement vous voulez partir un nouveau programme de recherche pendant une nouvelle espèce, on peut considérer que, alors ça va dépendre des espèces, mais il va falloir 8 ans minimum et quelquefois plus de 10 ans pour arriver à mettre au point une nouvelle variété. Mais bon, c'est un peu théorique parce que dans les faits, à partir du moment où on est impliqué dans un axe précis, on est dans un continuum avec des mises au point de nouveaux produits tous les ans, des démarrages de nouveaux programmes tous les ans. Donc, c'est difficile d'identifier ça. Mais il faut retenir effectivement qu'un programme de recherche, c'est de l'ordre de 8 à 10 ans, même si nous essayons d'utiliser tous les moyens techniques et technologiques qui permettent d'accélérer le processus. Là-dessus, les biotechnologies sont utiles. L'utilisation du génie génétique, c'est-à-dire la capacité d'identifier la composition génétique d'une plante, nous permet d'orienter la sélection pour arriver à identifier tel critère particulier, une résistance à une maladie. Ça fait gagner du temps, pardonnez-moi. Ça fait gagner du temps parce que à partir d'un bout de plante, vous pouvez identifier le génome de la plante et savoir si tel ou tel gène d'intérêt est présent ou pas. Alors qu'avant, quand on n'avait pas ces outils, vous aviez fait un croisement, il fallait ensuite reproduire la plante pour voir si la descendance avait bien intégré ce caractère. Donc là, effectivement, ça fait gagner du temps. On a aussi, dans certaines espèces, la possibilité, par un certain nombre de moyens, de fixer une lignée. Quand vous croisez deux plantes, la descendance, bien sûr, et la descendance intègre le génome des deux parents. Et quand vous utilisez cette descendance, elle est très diverse. Donc après, le travail de sélection, c'est par travail récurrent, c'est d'arriver à garder les critères qui vous intéressent. Aujourd'hui, on est capable, par certaines techniques, de fixer, donc d'avoir une descendance stable à partir d'un procédé qui et le résultat, au bout d'une année, on arrive à fixer ça. Après, il faut identifier effectivement quels sont les bons descendants, mais on a des techniques qui permettent d'aller très vite. Alors ça paraît être très technologique et se tenir dans les laboratoires. Une des composantes importantes aussi dans notre travail d'accélération, c'est l'utilisation des différents hémisphères. Bon, ça fait longtemps que là où il y a une culture en hémisphère nord, on essaie d'accélérer le travail par une deuxième culture en hémisphère sud. Je parle de la recherche. Au niveau, aujourd'hui, on est à arriver à faire 3 cultures par an en étant présent sur des zones où il faut bien sûr être proche de l'équateur pour arriver à accélérer ce travail. Donc voilà, le développement de la recherche, c'est pour ça que ça représente un effort important par rapport à notre chiffre d'affaires. C'est à la fois un dispositif en termes de moyens, plus de 100 stations, plus de 100 sites de recherche dans le monde. En termes de personnes, on a près de 30% de nos effectifs qui travaillent dans le domaine de la recherche. En termes de budget, nous avons dépensé 194 millions d'euros l'exercice passé. Notre budget de dépenses est de l'ordre de 215 millions d'euros. Nous ne pouvons pas baisser les bras, d'abord parce que notre environnement est dans la même disposition. Et donc notre futur passe par le maintien, l'accentuation de cet effort de recherche soutenu. Donc là, votre croissance organique est nourrie par cet effort de recherche qui amène sur le marché des nouvelles variétés, des nouveaux types. Est-ce que je dis des bêtises ou pas là, en termes non, des nouvelles variétés. La différence entre les espèces, les variétés, les types. Enfin, certains on va dire qu'une espèce, allez, le maïs. Aidez-moi. On va dire par exemple que la carotte est une espèce. La carotte nantaise est un type de carotte et ensuite on a des variétés qu'on baptise par un nom pour les distinguer commercialement et qui va effectivement avoir telle ou telle caractéristique dans tel ou tel pays.
Alors la croissance interne, bien sûr, s'appuie sur cette recherche, mais nous avons également une politique soutenue de développement par croissance externe pour nous positionner tout ce que j'ai expliqué sur notre développement sur les nouveaux territoires en maïs passe par des acquisitions d'entreprises locales qu'il faut ensuite restructurer, renforcer. Et donc, notre histoire, c'est aussi l'histoire d'acquisition récurrente pour renforcer notre dispositif, soit géographiquement, soit quelquefois sur l'accès à certaines ressources génétiques, c'est-à-dire pour renforcer notre recherche. C'est aussi une histoire d'actionnaires individuels. Donc nous sommes à quelques jours maintenant de l'Assemblée générale des actionnaires de Vilmorin. Qu'est-ce que vous allez leur annoncer en termes de dividendes et peut-être Allez, je vous laisse parler. Oui, alors, le conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale de voter le versement d'un dividende net d'1,65 €, qui est au même niveau que l'an passé, qui représente quand même un taux de distribution un peu plus élevé que l'an passé, puisque notre résultat net, comme nous avons pu l'expliquer, est en retrait par rapport à l'an passé. C'est un taux de distribution de 37%. Dans les résolutions à l'Assemblée générale, il y a également la proposition de donner pouvoir au conseil d'administration pour décider de l'attribution d'actions gratuites. Donc, nous avons procédé à cette distribution d'actions gratuites il y a 2 ans. Et donc, nous proposons de renouveler l'opération au cours de cet exercice. Monsieur Rougier, merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Merci à vous d'avoir assisté à cette agora avec la société Vilmorin. Merci. Bonne fin de journée.